Donc, c'est quoi une dyslipidémie? C'est une augmentation d'une ou plusieurs classes de lipoprotéines. Donc, elle peut être primitive d'origine génétique ou elle peut être secondaire. Secondaire, soit une maladie, soit un traitement pharmacologique. Voilà. Quelles sont les conséquences de cette dyslipidémie? Ça, c'est important à reconnaître. Quand on a une hypertriglycéridémie, donc la dyslipidémie, vous l'aurez compris, soit c'est une augmentation des triglycérides, soit une augmentation du cholestérol, une augmentation des deux. Donc, quand on a une augmentation exclusivement des triglycérides, le risque, c'est la pancréatite aiguë. Quand on a par contre une augmentation du cholestérol ou bien une hyperlipidémie, c'est-à-dire une augmentation à la fois du cholestérol et des triglycérides, à ce moment-là, ça expose le patient aux maladies cardiovasculaires. Donc, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, comment on pose le diagnostic? Déjà, à l'interrogatoire, on va rechercher les antécédents familiaux de dyslipidémie, bien sûr, mais pas seulement. On va rechercher la notion de pathologie cardiovasculaire ou de mort subite à un âge jeune. Par exemple, parfois, on peut vous dire mon frère, il a fait un IDM à l'âge de 35 ans. Mon père est mort subitement à l'âge de 40 ans. Donc, ça aussi, ça peut nous orienter vers des dyslipidémies familiales hétérogènes qui sont donc apparues à un âge jeune, qui ont donné des complications à un âge très jeune. Alors, sur le plan symptomatique, comme vous le savez, les symptômes cliniques fonctionnels, généralement, les dyslipidémies s'accompagnent de très peu de symptômes. Donc, la symptomatologie clinique est assez forte, fonctionnelle en tout cas, elle est assez pauvre. Ce qu'on pourra rechercher éventuellement, c'est des signes qui peuvent nous orienter vers une pathologie qui peut être responsable de cette épidémie secondaire. On va voir lesquelles. Donc, à l'examen clinique, on va rechercher des thépolipidiques. Les thépolipidiques, ça peut être sous forme de xanthome tendineux, ça peut être sous forme d'arc cornéen, mais qui n'a de valeur biologique parce qu'il peut être physiologique chez les sujets âgés au-delà de 60 ans. Donc, avant 60 ans, l'existence d'un arc cornéen est évocatrice de dyslipidémie, l'exanthélesma et l'axanthomatose éruptive. Sur le plan biologique, donc on pose le diagnostic de dyslipidémie sur la base d'un bilan biologique qui a été fait après 12 heures de jeûne. Donc ça, c'est très important, c'est 12 heures de jeûne. Pour ce qui est du bilan glycémique, par exemple, de la calcémie, c'est 8 heures de jeûne. Mais pour les dyslipidémies, il est important de respecter 12 heures de jeûne. Il faut faire ce bilan à distance d'une affection aiguë, au risque de diagnostiquer à tort une dyslipidémie. Il faut que ça soit fait aussi à distance d'une grossesse, parce qu'au cours de la grossesse, on a apparition de dyslipidémie, et toujours recontrôler le bilan. Comme pour l'hypothyroïdie, comme pour le diabète, on ne prend pas en considération un seul bilan, on doit avoir deux bilans concordants. Que va étudier le bilan lipidique une fois qu'on a fait un prélèvement sanguin? Donc, le biologiste va étudier l'aspect du sérum. L'aspect du sérum peut être clair quand on a un bilan normal ou quand on a une hypercholestérolémie. Par contre, quand on a une hypertriglycéridémie, ce sérum peut être trouble opalescent ou lactescent. Quels sont les dosages qu'on doit demander quand on va suspecter une dyslipidémie? On demande le dosage du cholestérol total, des triglycérides et du HDL cholestérol. Comme vous le savez, le LDL cholestérol, on n'est pas obligé de le doser, on peut le calculer à partir du taux de triglycérides, d'HDL et de cholestérol avec la formule que vous connaissez, la formule de Friedwald. Vous savez que cette formule n'est valable que lorsqu'on a un taux de triglycérides inférieur à 4 grammes. Si le taux de triglycérides est supérieur à 4 grammes, on ne peut pas appliquer cette formule et là, on devra doser le LDL cholestérol dans le sang. Pour ce qui est des normes, donc les de triglycérides, c'est inférieur à 1,5. Lorsqu'ils sont supérieurs à 1,5, on parlera d'hypertriglycéridémie. Et lorsqu'ils sont supérieurs à 5 grammes par litre, là, c'est très élevé, il y a un risque de pancréatite. Donc, à partir de 5 grammes par litre, on parle de risque de pancréatite. Entre 1,5 et 5, c'est élevé, mais il n'y a pas de risque de pancréatite en théorie. Pour ce qui est du HDL cholestérol, donc lorsqu'il est inférieur à 0,4, il est bas. Lorsqu'il est supérieur ou égal à 0,60, il est élevé, mais ça constitue un facteur protecteur. Donc, pour ce qui est du taux de cholestérol total, on ne le prend pas tellement en considération, on prend en considération surtout les fractions. Donc, pour le HDL supérieur à 60, facteur protecteur, inférieur à 40, facteur de risque cardiovasculaire. Par contre, le taux de LDL cholestérol, donc là, il y a des taux à titre indicatif, le taux de LDL cholestérol idéal dépend du risque cardiovasculaire du patient. Et comment calculer le risque cardiovasculaire du patient? C'est en recherchant les facteurs de risque chez ce patient. Les facteurs de risque à rechercher, c'est quoi? Premièrement, c'est l'âge. Donc l'âge est considéré comme facteur de risque au-delà de 50 ans chez l'homme et au-delà de 60 ans chez la femme. On va rechercher aussi les antécédents familiaux de maladies coronariennes précoces. Donc, maladie coronarienne précoce, donc est-ce que le patient a dans son entourage un parent
de premier degré qui a fait un infarctus du myocarde ou une mort subite avant l'âge de 55 ans chez les femmes et avant l'âge de 65 ans chez les hommes. Et on recherche la parenté au premier degré, c'est-à-dire les parents, les frères et les sœurs. Donc, en pratique, on va lui dire, est-ce que vous avez votre mère ou votre sœur qui a fait un IDM ou une mort subite avant l'âge de 55 ans? Ou est-ce que vous avez votre père ou votre frère qui a fait un infarctus ou une mort subite avant l'âge de 65 ans? S'il vous répond oui, c'est considéré comme un facteur de risque à prendre en considération. Le tabagisme, soit actuel, soit sevré depuis moins de 3 ans. Si le tabagisme a été sévré depuis plus de 3 ans, on ne le compte pas comme facteur de risque cardiovasculaire. Donc ça reste un facteur de risque de cancer du poumon, etc., mais on ne le considère pas comme facteur de risque cardiovasculaire. L'HTA, soit le patient est hypertendu, qui soit traité ou non, le patient qui est atteint de diabète de type 2, qui soit traité ou non, et le patient qui a un taux de HDL cholestérol qui est bas. Et donc, on va compter le nombre de facteurs cardiovasculaires. Il faut savoir que lorsque le patient a un HDL qui est supérieur à 0,60, on va enlever un facteur de risque. Par exemple, un patient qui a 60 ans, qui est tabagique et qui est hypertendu, il a 3 facteurs de risque cardiovasculaire. Mais s'il a un HDL supérieur à 60, on va calculer comme s'il n'avait que 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Et on va voir l'objectif du LDL cholestérol en fonction de ces facteurs de risque. Donc, ça s'applique généralement aux patients non diabétiques. Je vais vous expliquer pour le diabète comment on va raisonner. Donc, pour les patients généralement non diabétiques, donc s'ils ont 0 ou 1 facteur de risque, on peut tolérer un LDL cholestérol jusqu'à 1,90. S'ils ont 2 facteurs de risque, comme le patient par exemple qu'on vient de citer, il est tabagique, il est hypertendu, il a un âge supérieur à 50 ans, mais il a un HDL qui est supérieur à 0,60, donc on calcule 2 facteurs de risque. Là, on peut tolérer un LDL cholestérol jusqu'à 1,30. S'il a plus de facteurs de risque, par exemple, si notre même patient n'avait pas un HDL supérieur à 0,60, il avait un HDL qui est 0,50 par exemple ou 0,40, donc on va calculer comme 3 facteurs de risque et on va avoir un objectif de LDL cholestérol inférieur à 1. Donc s'il a un LDL supérieur à 1, on doit le mettre sous traitement, régime ou traitement médical, on verra par la suite. Alors ça s'applique chez les patients, je vous ai dit généralement qui ne sont pas diabétiques et surtout qui n'ont pas déjà fait un accident cardiovasculaire. Chez les patients qui ont déjà fait un accident cardiovasculaire ou qui ont déjà une athérosclérose qui est avérée, on aura un objectif, ils sont en prévention secondaire, ils ne sont pas en prévention primaire, et là on aura un objectif de LDL cholestérol qui est inférieur à 0,7. D'accord? Alors pour les diabétiques, généralement, mis à part, vous voyez, les diabétiques qui sont très jeunes, et qui ont un diabète très très récent, on peut tolérer un 30. La plupart des diabétiques ont un objectif de LDL cholestérol à 1 g par litre. Alors, si ce même diabétique a des facteurs de risque ou a une atteinte rénale, là, on doit le considérer comme un très haut risque cardiovasculaire et on doit avoir un LDL cholestérol inférieur à 0,7. Bien sûr, si le patient a une dyslipidémie hétérogène, par exemple une dyslipidémie ou une hypercholestérolémie ou une dyslipidémie mixte, on devra rechercher une athérosclérose en réalisant un ECG de base, éventuellement une épreuve d'effort. Si pathologique, bien sûr, on complète par une choro ou autre chose. Et on doit faire des échodoppler des membres inférieurs et des troncs supraortiques de façon systématique. Ici, là, une dyslipidémie, bien sûr, hétérogène. Pour ce qui est de la classification, donc la classification de Fredrickson, c'est une classification qui est surtout biochimique. Mais ce qui est utilisé en clinique, c'est la classification de 2 gènes qui identifient les hypercholestérolémies pures, les hypertriglycéridémies pures et les dyslipidémies mixtes. Donc, c'est les formes les plus fréquentes, c'est l'hypercholestérolémie pure, la 2A, donc les dyslipidémies mixtes, type 2B, et les hypertriglycéridémies, donc c'est la type 4. En clinique, on utilise cette classification de 2 gènes. Donc, comme vous le voyez, les hypercholestérolémies, elles prédisposent à l'athéroe, de même que les dyslipidémies mixtes. Par contre, les hypertriglycéridémies, elles ont un risque essentiellement de pancréatite. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est les dyslipidémies secondaires, les dyslipidémies secondaires. Donc, on a les dyslipidémies qui sont secondaires à une endocrinopathie. On les a vus. Le diabète, bien sûr. L'hypothyroïdie, on a vu que ça donnait essentiellement une hypercholestérolémie
Le Cushing, quelle que soit son étiologie, le Cushing ACTH dépendant, ACTH indépendant, l'acromégalie, donc on avait vu que les patients acromégales faisaient un diabète, une HTA et une dyslipidémie, et l'hypopituitarisme, donc c'est les patients qui font une insuffisance antihypophysaire. Pour les affections rénales, donc on a l'insuffisance rénale qui est pourvoyeuse de dyslipidémie et le syndrome néphrotique. Sur le plan hépatobiliaire, c'est le syndrome de cholestase et les cirrhoses biliaires primitives, donc qui entraînent une dyslipidémie. Et puis, bien sûr, certaines prises médicamenteuses. La corticothérapie, c'est le même principe que le syndrome de Cushing endogène, ça c'est un Cushing exogène. La prise d'œstroprogestatif, vous savez qu'un bilan lipidique doit être fait avant la mise sous œstroprogestatif et dans les 3 mois qui suivent, parce que ça peut entraîner une dyslipidémie. Certains bêta-bloquants, surtout ceux qui ne sont pas cardiosélectifs, les diurétiques, essentiellement diurétiques diazétiques, les antirétroviraux qu'on prescrit chez les patients, par exemple, qui ont un VIH, certains immunosuppresseurs qu'on prescrit par exemple chez les patients qui ont été greffés, les greffes rénales, la cyclosporine, le tacrolimus. Les rétinoïdes, alors les rétinoïdes, on les donne c'est dans les acnés. Donc c'est le fameux roaccutane. Ça ne donne pas d'hypothyroïdie, par contre c'est pourvoyeur de dyslipidémie. D'accord? Donc ça donne des hypercholestérolémies. Et les antipsychotiques, on en a parlé maintenant, donc ça donne une obésité, ça donne un diabète et ça donne des dyslipidémies, les antipsychotiques essentiellement de 2e génération. Et puis on a l'alcoolisme. L'alcoolisme, ça donne donc la prise d'alcool de façon importante, c'est pas les petites quantités d'alcool, mais la prise d'alcool de façon importante, ça donne essentiellement des hypertriglycéridémies. Donc c'est un tableau qui résume à peu près les dyslipidémies secondaires, on les a tous citées. On passe maintenant à la prise en charge thérapeutique. Donc, une fois qu'on a posé le diagnostic de dyslipidémie, comment on va prendre en charge? Donc, premier volet, c'est les règles hygiéno-diététiques, bien sûr. Alors, les règles hygiéno-diététiques, elles peuvent être données seules pendant 3 mois en cas de prévention primaire. En prévention primaire, c'est-à-dire un patient qui n'a pas encore une maladie cardiovasculaire. Par contre, si le patient qui est en prévention secondaire, qui a déjà fait une maladie cardiovasculaire, là, on va le mettre sous régime hygiéno-diététique, mais on va aussi donner d'emblée un traitement médical, on va le voir. Les mesures hygiéno-diététiques, c'est à peu près les mêmes qui sont préconisées chez le diabétique. Donc, il faut avoir une alimentation saine, donc avec un apport important en fruits et légumes, des céréales de préférence complètes et des produits laitiers. Donc, les viandes, on a vu qu'il fallait éviter les viandes grasses, comme les viandes de mouton, et privilégier les viandes maigres, c'est essentiellement les viandes blanches. Le poisson aussi, et éviter les sucres rapides. Donc, les sucres rapides, ils entraînent une augmentation du taux de triglycérides. Pour les matières grasses, c'est la même chose que pour le diabétique. Donc, vous vous souvenez, tout ça, on l'a vu quand on a fait la diététique chez le diabétique. Donc, il ne faut pas dépasser 30% de la ration journalière sous forme de graisse. Il ne faut pas dépasser 10% de graisse saturée. Et pour le cholestérol, il ne faut pas dépasser 300 mg de cholestérol par jour, bien qu'on avait dit que le cholestérol alimentaire avait un rôle très minime dans les dyslipidémies. Donc, c'est surtout l'apport d'acides gras qui entraînait les dyslipidémies. Il faut faire une activité physique régulière, l'arrêt du tabac, ne pas consommer trop d'alcool et la gestion du stress. Et puis la perte pondérale si on a une surcharge pondérale. Alors, pour ce qui est des traitements médicaux, donc là je vous ai mis les armes thérapeutiques et l'action de chaque arme thérapeutique. On a essentiellement les statines et les fibrates. Les médicaments qu'on utilise en première intention, c'est les statines dans les hypercholestérolémies et c'est les fibrates dans les hypertriglycéridémies. On a l'ésécimib qui est rentré dernièrement sur le marché qu'on peut donner en deuxième intention si on n'arrive pas à obtenir les objectifs pour le cholestérol sous statine seul. D'accord? Les résines, elles sont très peu utilisées. L'acide nicotinique, il a beaucoup d'effets secondaires, on l'utilise très peu. Et puis les oméga 3, ils n'ont pas beaucoup d'effets secondaires. On peut les utiliser comme traitement adjuvant quand on a une hypertriglycéridémie majeure qu'on n'arrive pas à traiter sous fibrate seul. Pour ce qui est des statines, donc ils ont une action sur une enzyme qui a un rôle dans la synthèse du cholestérol. Donc on va inhiber cette enzyme, donc on va réduire le taux de cholestérol dans le sang et le taux de LDL cholestérol. Donc c'est une enzyme qui a une action essentiellement nocturne, donc ce qui fait que les statines sont données la nuit de préférence. Les effets secondaires, on a 2 effets secondaires majeurs, c'est les hépatites médicamenteuses, c'est pour ça que c'est des hépatites cytolytiques, c'est pour ça qu'avant la mise sous traitement par statine, on doit faire un bilan hépatique des transaminases, un taux de transaminase,
et on doit le recontrôler régulièrement au cours du traitement. Si on a un taux de transaminase qui augmente au-delà de 3 fois la norme au cours du traitement, on doit arrêter le traitement par statine. Le deuxième effet secondaire, c'est la rhabdomyolyse. La rhabdomyolyse, donc on doit surveiller cliniquement uniquement le patient. Donc si le patient rapporte des signes pouvant évoquer une rhabdomyolyse qui est telles que des douleurs musculaires importantes ou bien des urines de couleur rouge, dans ce cas-là, on doit doser les CPK. Et s'ils sont élevés, on doit arrêter le traitement. Les contre-indications, c'est l'insuffisance hépatique, la grossesse. Donc, la grossesse, au cours de la grossesse, on ne doit pas donner de statine, on doit les arrêter, même si la patiente était sous statine. Et puis, généralement, l'association au fibrate, elle est contre-indiquée. On n'associe au fibrate que dans de rares cas et sous surveillance médicale. Mais retenez qu'on n'associe pas généralement statine et fibrate. Pour ce qui est de fibrate, c'est le fameux lipentil. Ils agissent sur la synthèse des triglycérides. Donc, ils diminuent la synthèse des triglycérides, ils augmentent leur catabolisme. Donc, ils ont une action sur les triglycérides. Ils ont une petite action sur le bon cholestérol, sur le HDL cholestérol. Mais nous, on va les donner dans le but de baisser les triglycérides. On ne les donne que si le taux de triglycérides est très élevé, parce qu'il y a un risque de pancréatite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une hypertriglycéridémie modérée, isolée, on ne la traite pas, parce que ce n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire. C'est un facteur de risque de pancréatite, mais lorsque le taux est très élevé. Donc, un taux de triglycérides modérément élevé à 2 grammes, 2 grammes et demi, isolé, on ne donne pas de traitement médical. Donc, on ne traite médicalement que si le taux de triglycérides est très élevé et qu'il peut entraîner une pancréatite. Les effets secondaires, c'est les mêmes, c'est la rhabdomyolyse et les effets secondaires hépatiques. Donc, on ne les donne pas dans l'insuffisance rénale, contrairement aux statines qu'on peut donner dans l'insuffisance rénale, et on ne les donne pas aussi en cas d'hépatopathie, et on ne les donne pas en association avec les statines, sauf cas particulier. Pour les inhibiteurs de l'absorption intestinale du cholestérol, c'est l'ézitinib. Il entraîne des effets secondaires essentiellement digestifs. Il a un effet essentiellement sur le cholestérol. Je vous l'ai dit, on le donne en deuxième intention, en association aux statines, si les statines n'arrivent pas à normaliser le taux de cholestérol. On peut les donner en substitution aux statines si le sujet a fait des effets secondaires aux statines. Par exemple, le sujet, on a mis sous statine, il a fait une hépatopathie médicamenteuse, il a une contre-indication aux statines, on peut donner en seconde intention les éthylibes. Mais le premier traitement des hypercholestérolémies, ça reste les statines. Les résines, c'est des chélateurs des selles biliaires, c'est le cholestéramine qu'on appelle le questran. Donc, on ne l'utilise pas en pratique courante beaucoup. Donc, il a beaucoup d'effets secondaires essentiellement digestifs. L'acide nicotinique, donc il agit aussi bien sur les triglycérides et sur le HDL pour cholestérol. Il n'est pas très utilisé. Il donne des effets secondaires qui sont très importants. Il n'est pas commercialisé en Algérie. Donc, je vous les donne juste à titre informatif. Mais ce que vous devez connaître, je vous ai dit, c'est statine, fibrate, éventuellement ézitinib, et puis l'huile de poisson qui est riche en oméga 3 qui agit sur les triglycérides. Et pareil, on la donne en association aux fibrates si les fibrates n'arrivent pas à normaliser le taux de triglycérides. Alors, pour ce qui est des indications, donc quand est-ce qu'on va donner le traitement, quel traitement va-t-on donner et à quel patient? Bien sûr, les conseils hygiéno-diététiques, toujours, ils doivent être donnés en première intention. Donc, on doit donner une diététique adaptée à chaque patient et corriger les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, il faut avoir une vision globale du patient. Il ne faut pas corriger juste la dyslipidémie, qui est un facteur de risque cardiovasculaire, mais il faut corriger aussi tous les facteurs de risque. Par exemple, s'il est tabagique, il faut lui préconiser le sevrage du tabac, la normalisation du poids, etc. Donc, quand on a une hypercholestérolémie isolée, en première intention, si on est en prévention primaire, je vous l'ai dit, si on est en prévention primaire, en première intention, on mettra sous mesure hygiéno-diététique seule, en recontrôle dans 3 mois. Si on arrive à l'objectif de LDL cholestérol, on s'arrête là, donc on continue les mesures hygiéno-diététiques, on ne donne pas de traitement médical. Si on n'arrive pas aux objectifs après 3 mois de mesures hygiéno-diététiques, on introduit les statines. Par contre, je vous ai dit que lorsqu'on est en prévention secondaire, on met les mesures hygiéno-diététiques, on introduit les statines d'emblée. Donc, les statines, il y a plusieurs molécules. C'est en fonction du taux de LDL cholestérol, c'est en fonction du risque cardiovasculaire. Donc, si l'objectif n'est pas atteint avec une dose maximale tolérée de la statine, à ce moment-là, généralement, on associe les éthymibes. Rarement le cholestéramine, mais généralement, on associe les éthymibes. Donc, c'est les éthymibes, je vous rappelle, ils inhibent l'absorption digestive des graisses. Maintenant,
quand on est dans le cas d'hypertriglycéridémie isolée. On met en route des mesures hygiéno-diététiques, bien sûr, qui sont valables dans tous les cas. Les mesures hygiéno-diététiques contre l'hypertriglycéridémie, c'est éviter les sucres rapides, donc le glucose, le fructose, le saccharose, le pain, la pomme de terre. Il faut éviter l'alcool. Je vous ai dit que l'alcool avait un effet hypertriglycéridémien. Il faut favoriser la consommation des poissons qui contiennent des acides gras polyinsaturés. Je vous ai dit, les mesures hygiéno-diététiques, on les met en route, bien sûr, dans tous les cas. Maintenant, si on est en phase d'un taux de triglycérides qui est modérément élevé, les fibrates ne sont introduits que lorsqu'on a un taux de triglycérides qui est élevé, au-delà de 4 ou de 5. Donc là, je vous ai mis 5. Donc au-delà de 4 ou de 5, on doit mettre en route un traitement par triglycérides parce qu'il y a un risque de pancréatite. D'accord? En dessous, on met seulement les mesures hygiéno-diététiques. Maintenant, si avec les fibrates, ça ne donne pas, on peut associer les oméga 3, les huiles de poisson. Maintenant, quand on est devant une dyslipidémique, c'est le cas le plus fréquent. On a à la fois une hypertriglycéridémie et on a à la fois une hypercholestérolémie. Bien sûr, les mesures hygiéno-diététiques, elles restent de mise dans tous les cas. Diététique adaptée, activité physique. Maintenant, on va voir le profil du patient. Si le taux de triglycérides reste inférieur à 5 grammes par litre, à ce moment-là, je ne vais pas traiter, je ne vais pas viser l'hypertriglycéridémie, je vais plutôt me concentrer sur l'hypercholestérolémie et je vais donner une statine en première intention. Maintenant, si je suis devant un patient qui a un taux de TG qui est extrêmement élevé et qui a un risque cardiovasculaire qui est modéré, je vais traiter l'hypertriglycéridémie en première intention. Donc, je vais donner des fibrates associées aux mesures hygiéno-diététiques, je vais baisser mon taux de triglycérides et puis parfois, secondairement, après une certaine durée de traitement, si le patient, par exemple, a perdu du poids, on a équilibré le diabète, on a introduit de l'insuline, il a arrêté la prise d'alcool, il a amélioré sa diététique, généralement, on peut arrêter les fibrates et puis on voit si le taux de cholestérol reste élevé, on peut à ce moment-là introduire une statine. Si jamais association statine-fibrate, en théorie, c'est une association qui est contre-indiquée. Maintenant, en pratique, il nous est arrivé d'associer statine-fibrate, mais dans des cas exceptionnels, et c'est généralement dans les dyslipidémies familiales, où on a un taux de cholestérol, un taux de triglycérides au plafond. D'accord? Vous avez un taux de cholestérol à 34, un taux de glycérides à 25, le patient est à très très haut risque cardiovasculaire et en même temps, il est à très très haut risque de faire une pancréatite. À ce moment-là, on les associe, mais sous surveillance médicale stricte. On surveille régulièrement les transaminases, on surveille régulièrement les effets secondaires musculaires. Mais retenez que normalement, c'est une association qui est contre-indiquée.